Bonjour chers amis de Quelle Afrique, très heureux de vous savoir nombreux à suivre ce numéro. Je vous avais promis de vous parler après une dizaine de jours, de vous parler de l'ancien président Joseph Kabila qui, comme vous le savez, est en train de multiplier des sorties médiatiques. La dernière en date, sa réunion convoquée à Nairobi, capitale de la République du Kenya. Il a convoqué une partie de l'opposition politique, armée et non armée. Je devais vous en parler aujourd'hui. Il y a eu énormément d'événements et cela ne m'a pas permis, mais dans le cœur, je m'en excuse et je vous promets, parce que je suis en train de faire les compléments d'informations et d'enquêtes, j'ai récolté énormément d'informations, d'enquêtes. Les enquêtes se poursuivent sur les dessous des cartes de Nairobi. Je reviendrai le vendredi prochain et vous verrez que vous avez eu raison de patienter. Alors maintenant, de quoi est-ce que je vais vous parler? De la certification de la perte de la souveraineté de la République démocratique du Congo par Félix Tshisekedi à Paris. Même s'il a rappelé, je vais revenir, la résolution 2773, un certain nombre de choses se sont passées à Paris. Et le président Tshisekedi sera tenu pour responsable, et lui et sa famille politique et biologique, de l'avenir de la République démocratique du Congo. Je vais élucider. Mais il faut lui reconnaître une chose. Et il faut que les gens qui sont proches du président Tshisekedi retiennent une chose. Qu'en tant qu'analyste, qu'en tant qu'expert, qu'en tant que journaliste, les compatriotes, qu'en tant qu'acteurs politiques, etc., de tous bords, on n'a pas la haine contre la personne du président. Le président Tshisekedi est juste gestionnaire d'un héritage commun qu'on appelle la Res Publica, la République démocratique du Congo. Donc c'est un bien commun. De ce point de vue, nous avons droit d'émettre de point de vue, nous avons droit de hausser les tons lorsqu'il va mal. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai reproché au président. Mais avant de le montrer, j'ai reçu énormément d'insultes lorsque j'ai analysé la sortie médiatique de la main tendue du président Tshisekedi en Belgique lors du sommet économique des investisseurs européens en Afrique. La main tendue envers le président Kagame, main tendue immédiatement rejetée. J'avais indiqué que le président Tshisekedi sort en position de faiblesse. Deuxièmement, il a commis une faute diplomatique grave, une erreur diplomatique, même une faute d'ailleurs, d'avoir lui-même systématiquement neutralisé la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et j'ai eu un coup de fil d'un ami qui vit à Paris, mais qui est proche de la famille du président Tshisekedi. Il est même plus proche, c'est vraiment un proche collaborateur de la première dame, qui m'a dit: Timothée, c'est mon ami là, il va encore voir cette vidéo, il va dire: Timothée, on parle inbox, mais toi tu reviens pour parler ici. Non, je ne citerai pas son nom. Lui, il croit désespérément que je travaillerai un jour avec les Tshisekedi. Non, je ne travaillerai pas avec eux. Ce n'est pas dans cette configuration-ci. Il m'a dit: ta vidéo a été très instructive, et il a transmis l'information à la première dame qui, selon lui, aurait transmis au président de la République pour dire: tiens, mais vous avez la résolution 2773, il ne faut pas faire abstraction lorsque vous tenez la parole sur la place publique à l'international, il faut d'abord prévaloir cette résolution. Je vais vous montrer ce que je disais et ce que le président vient de dire tout à l'heure là. Et vous verrez que nous ne sommes pas ici, nous ne sommes pas des ennemis du président Tshisekedi. Nous sommes juste ses compatriotes. Mais là, lui, la gestion d'un héritage commun qu'on appelle le Congo. Que de ce point de vue, j'ai le droit d'hausser le ton, lui indiquer les chemins, s'il s'en écarte, lui donner des propositions, on le faisait avec Joseph Kabila, pourquoi pas avec lui? Et on revient tout de suite après. Il tend la main, qui est rejetée, ce sont des comédies. Et c'est ce qu'elle est considérée maintenant comme un clown par le Rwanda et par la communauté internationale, en train de pleurnicher partout, je vais y arriver. Mais sur le plan diplomatique, Tshisekedi a commis une grosse erreur dans son discours devant l'Union européenne. Oublions d'abord que c'est l'Union européenne qui finance le Rwanda aussi, en grande partie, qui a signé des accords économiques avec le Rwanda. Ils savent que le Rwanda n'a même pas un gramme de minerais, de l'or, de tout ça.
Ben, il vient encore pleurer ici devant l'Union européenne, qu'il a lui-même qualifié hier des receleurs. Je ne sais pas si tu sais qu'à un moment donné, il prend le temps d'écouter ses propres discours et de s'écouter, de faire ce qu'on appelle le monitoring, ou soit la police d'émission, comme nous l'avons toujours dit en journalisme, police d'émission, où tu fais suivre tes propres émissions à quelqu'un qui suit et qui non, tiens, ici, tu n'as pas fait ça. Hein? En quelque sorte, un réalisateur, finalement. Et il tend la main, et c'est le mini Kagame lui répond par son ministre. Donc, on réduit Tshisekedi à une petite dimension. C'est ça que ça veut dire. Le Rwanda a des mensonges, les Rwandais développent une rhétorique, que c'est Tshisekedi qui a déclenché la crise. Non, la crise au Kivu date depuis de 3 ans, depuis que nous avons accueilli les réfugiés génocidés rwandais, les Hutus. Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. De ce point de vue, le Rwanda est dans son élément habituel de construire un narratif mensonger qui est un thème de propagande que Kinshasa finalement tombe faute d'avoir des gens qui sont des experts. Et ces experts, mais qu'on n'écoute peut-être pas. La première faute de Tshisekedi, il vient de neutraliser la résolution unanime du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773, qui a demandé au Rwanda de se retirer de la République démocratique du Congo sans délai et sans condition. Le retrait immédiat. Tshisekedi vient lui-même de bloquer, de neutraliser. Pourtant, les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Russie, la Chine, etc., les 5 membres permanents, toutes ces grandes puissances qui ont le droit de veto, ont voté à l'unanimité. Ce qu'il aurait dû faire, c'est demander l'application sans condition de la résolution que tous les pays qui sont membres de l'Union européenne ont voté. Voilà le type du président qu'on a. Comédie. Une comédie, c'est quelqu'un qui est comme un clown. Deuxièmement. Le président Félix Tshisekedi a-t-il suivi ma vidéo? S'était-il corrigé? Je vais m'interroger à nouveau, vous en faire une preuve, parce que nous sommes à l'heure où il faut apporter énormément Plusieurs personnes ignorent qu'il est possible. Et il faut qu'on vienne tout de suite. A-t-il corrigé cet état de choses? Nous sommes à Paris. Écoutez le président Félix Tshisekedi. Écoutez-les. Et on va voir ce qu'il va devoir dire. Ils décrivent une urgence humanitaire absolue. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenues sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue. Et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette résolution n'est pas une opinion diplomatique. Elle est un impératif juridique et politique que chacun ici a le devoir de faire respecter. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette année, les violences se sont intensifiées. Vous avez compris? Merci à mon ami qui a fait parvenir au président ma réflexion à travers la première dame. Si cela a été le cas, je ne sais pas vérifier. Je ne suis pas en contact avec Tshisekedi, moi encore avec son épouse. Je ne souhaite pas la voir parce qu'ils ne sont pas des gens qui incarnent mes valeurs. Mais je suis content que le président Tshisekedi soit revenu. C'est cela la différence entre un animal et un humain. C'est le fait de se remettre en question. Quand on a commis une erreur, qu'un des conseillers ou un expert vous dit, là, vous avez commis une erreur, ce n'est pas mal de revenir. Parce qu'entre New York, l'Assemblée générale des Nations Unies, Bruxelles,
la conférence économique des investisseurs européens en Afrique. Et hier, Paris, conférence convoquée par Emmanuel Macron sur la paix et la stabilité de la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qui est différent? Mon problème, c'est qu'à l'international, on a un instrument juridique de l'ensemble des grandes puissances qui composent le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il faut faire prévaloir partout où on passe. Sauf que le président Tshisekedi est un colon blanc à la peau noire, qui est en train d'hypothéquer le pays en nous faisant miroiter son combat, sa résolution d'un combat contre l'envahisseur rwandais, mais c'est lui-même qui plante les décors pour la somalisation du Congo, pour la soudanisation du Congo, pour la balkanisation du Congo. C'est le président Tshisekedi qui le fait. Parce que ces sommets-là sont convoqués par le président Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que l'éléphant est un gibier que tout le village peut manger. Chacun doit se munir d'un couteau pour couper son morceau. La France a, il y a 3 ans, envoyé à Kinshasa Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, qui a rencontré certains dirigeants, y compris le président Tshisekedi. Sarkozy, qui je crois en 2009 est venu à Kinshasa au Parlement, il a dit « Vous êtes riches, vous avez des terres inhabitées, etc. Vous devez partager avec des voisins, sinon ils vous feront toute la guerre. » Et ils ont raison de le faire. C'est ce que Sarkozy a dit à Kinshasa. Le même Sarkozy vient de voir Tshisekedi il y a 3 ans. Et aujourd'hui, le fait que les États-Unis commencent qui n'ont pas eu beaucoup de colons, qui n'ont pas eu carrément des colonies en Afrique, les États-Unis sont en train de bousculer l'Europe afin de prendre les morceaux. Aussi, bousculer la Chine, la Russie. Et total des opérations, le président Tshisekedi se trouve devant une situation où il est favorable. Je dis qu'il est colon blanc à la peau noire. Parce qu'au départ de la colonisation, son père, avec Mobutu, ils ont été vraiment des colons noirs à la peau, les colons blancs à la peau noire. En neutralisant la jeune démocratie naissante, en instaurant un parti unique, un parti-État, le MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, de sorte que ceux qui étaient encore des enfants de fœtus dans le ventre de leur mère étaient obligatoirement membres de ce parti-là. C'est son fils qui est au pouvoir, c'est son fils qui est Félix Tshisekedi. Et donc, la France convoque une conférence parce qu'on a vu que les États-Unis, le Qatar, sont en train de se couper leurs morceaux. La Chine est déjà dans les mines en RDC. Et la France voudrait organiser une conférence, mobiliser 1,5 milliard de dollars, d'euros, pour qu'il y ait des investissements et qu'il y ait un couloir, un pont humanitaire, qu'il y ait des couloirs humanitaires. C'est ça l'objet de ma vidéo. Et le président dit, on va commencer par la reconstruction du Kivu, etc., le retour des réfugiés, etc., etc. Mais les enjeux ne sont pas ceux-là. L'histoire est la somme des événements qu'on a vécus. Et l'erreur est une question qu'on aurait dû éviter. Lorsqu'on parle d'un pont aérien, le président Emmanuel Macron annonce, prenez cette vidéo au sérieux, le président Emmanuel Macron annonce la réouverture de l'aéroport international de Goma. Qui est Emmanuel Macron? Président d'un pays étranger, la France. Même si c'est lui qui a convoqué cette conférence. L'aéroport de Goma se trouve dans un territoire occupé par un mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda. Ça veut dire en d'autres termes, l'État français prendra contact soit avec l'État rwandais, soit avec les présidents du M23, AFC M23, Corneille Nangaa, pour parler des modalités de la réouverture de l'aéroport international de Goma. Où est Félix Tshisekedi dans cette affaire? Nulle part. Ça veut dire la souveraineté d'un État, c'est la perte de la souveraineté d'un État, c'est lorsque vous n'avez plus le contrôle sur certains attributs de l'État. Visa,
administration, finance, des sites stratégiques comme les ports, aéroports. Avons-nous des précédents? Oui. Lorsque la France, avec Nicolas Sarkozy, attaque la Libye et coupe Benghazi, font ce qu'on appelle le pont aérien entre Benghazi et l'international, le colonel Kadhafi a perdu le contrôle je crois, du sud. Je ne sais pas si Benghazi est au sud, je n'ai pas regardé un petit peu avant. Mais les dirigeants libyens ont perdu le contrôle d'une très grande région qui a été une zone d'exclusion. Une zone d'exclusion aérienne qui était contrôlée entre l'Occident et les rebelles. Jusqu'à ce qu'il y ait eu la chute du guide de la Grande Jamaïria, le colonel Muammar Kadhafi. Bon, je parlerai du Soudan du Sud. Dans la crise du Darfour, avec les affrontements, les Janjaouides, etc., entre les Soudans du Sud, les Noirs, contre les Arabes dirigés par El-Béchir, qui était président du pouvoir central, comment est-ce que l'État soudanais a commencé à perdre le contrôle sur son pays? C'est que lorsqu'il y a eu une zone d'exclusion aérienne. C'est-à-dire qu'il y a eu un pont aérien où on dit non, 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 on va au Darfour apporter de l'aide aux déplacés, parce que les Janjaouides qui sont des miliciens arabes, qui viennent tuer souvent les Noirs, etc., etc. Or, le pont aérien, c'était des armes qui venaient vers Riek Machar et le président Salva Kiir. Et de plus en plus, ils avaient de la logistique et des armes jusqu'à ce que le Soudan a été partitionné par l'opération humanitaire, une opération dite humanitaire des ponts aériens. Pareil pour la Somalie. Je ne vais pas rentrer avec vous jusqu'au Balkan. Alors que dans la proposition faite par Joseph Olenga Koy, moi-même je l'ai fait 1001 fois, si nous faisons la politique de l'anguille, c'est-à-dire nous disons, ok, à tous nos compatriotes qui ont pris les armes, venez. Sans condition, on choisit un pays où tout le monde se sentira en sécurité, on organise un dialogue. Nous ne perdrons pas la souveraineté. Parce que là, quand on va au dialogue, première des conditions, mais on ouvre toutes les zones, on discute, il y aura intégration. Lorsqu'on devient, on prend leurs militaires, on va les verser dans l'armée de la République démocratique du Congo. Toutes les armées du monde ont une seule devise. La discipline est la mère de l'armée. C'est-à-dire que lorsqu'on est sous les drapeaux, il y aura des mutations. Des gens tu es à Goma, tu iras à Kisangani. Ceux qui sont à Kisangani, ils sont à Lodja. Ceux qui sont de Lodja, ils vont aller au Bas-Congo, etc. Même si le M23 est en train de vouloir montrer que nous ne pouvons pas quitter les zones dans lesquelles nous nous trouvons. Non, mais dans les négociations, nous dirons non. Nous sommes un État, donc il faut qu'il y ait des concessions. Vous venez au sein des institutions, mais tous les services que vous étiez en train de diriger, on doit faire le déploiement de l'État congolais sur toute l'étendue du territoire national. Même si cela peut se faire progressivement, mais l'armée, c'est une armée, une police et un service administratif de l'État. Et lorsque nous serons au sein des institutions, tous ceux qui seront comme agents doubles de Rwanda et de puissances de la région seront maîtrisés. Parce qu'en réalité, on voudrait, et c'est cela même la Chine, dont beaucoup de gens parlent avec autant d'éloges. Oui, moi aussi je parle de la Chine avec énormément d'éloges. Mais il n'y a aucun pays qui voudrait, à l'heure actuelle, que la République démocratique du Congo soit un pays stable. Nous devons être un pays de production, d'exploitation et de consommation. Pas un pays développé, pas un pays qui s'autonomise. Alors au départ, j'ai dit que le président est un président faible, mais c'est quelqu'un non seulement qui est faible, mais qui n'a aucune vision. Lorsque le jeune capitaine Traoré ou le général Tchiani étaient en face du terrorisme,
par la France qui était en tête d'armer les terroristes pour contrôler l'uranium qu'il y a au Niger et jusqu'au Mali, mais aussi l'or qu'il y a au Burkina Faso. Le jeune s'est posé des questions, il a pris le pouvoir et il est allé, il n'a pas pleurniché, il n'est pas encore allé aux Nations Unies. Il n'est pas allé au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Assemblée générale. Il n'est pas venu à l'Union européenne et pleurnicher. Il a eu de l'ambition pour dire c'est quoi le Burkina Faso dans les 50 années prochaines. Maintenant, on va vers une puissance mondiale, et on cherche le partenariat, et nous-mêmes, nous faisons face. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on ne mange plus les tomates qui viennent de l'étranger. Le Burkina Faso va d'ici là produire ses propres armes. Le Burkina Faso est en train de nationaliser certains services autrefois sollicités parce qu'il y a une vision. C'est quelqu'un qui géopolitiquement a compris l'avenir du monde. Mais chez nous, non. Vous voyez quelqu'un qui pleure partout. Et ça, c'est l'élément que j'ai failli oublier, mais parfois je reviens et que j'oublie chaque fois. C'est qu'il nous montre que c'est le Rwanda le problème. Or, non. Le président Tshisekedi voudrait rester dans des conditions radicales où il dit qu'il ne peut pas négocier avec le Rwanda ou qu'il ne peut pas négocier avec le M23 ou qu'il ne peut pas y avoir dialogue même si ils sont en négociation, mais il dit qu'il n'y a pas de dialogue. Au fait, pour que le Rwanda et le M23 gardent leur position pendant qu'il est en train de tromper le peuple congolais avec ce discours quasi nationaliste ou révolutionnaire. Non, au fait, il pousse le M23 à la radicalisation pour que le M23 reste dans cette position et que lui puisse justifier à Kinshasa le fait qu'il reste au pouvoir parce que c'est lui qui est le garant qui doit faire la guerre au M23. Parce que finalement, cette position permettra à ce que le M23 dise à un moment donné, terminé, nous n'avons plus besoin de négociation, vous restez avec Kinshasa et nous restons avec ce côté-ci. Parce qu'aujourd'hui, quand le président Emmanuel Macron annonce l'ouverture de l'aéroport de Goma, c'est en concertation avec qui? Avec Kinshasa? Tshisekedi a-t-il un mot à dire? Non, Paris va prendre contact avec Kigali ou Paris prendra contact avec Goma. Et l'aéroport de Goma est à reconstruire. Vous savez que lors des affrontements, les appareils, les contrôles de la tour de contrôle, etc., la piste a été endommagée. Donc avant qu'il y ait ces ponts aériens dits humanitaires, des opérations humanitaires, je doute fort, ça sera d'abord et avant tout les travaux sur l'aéroport, l'équiper à nouveau pour qu'il y ait opérationnalisation des avions. Parce qu'il n'y a pas encore d'avion, même Joseph Kabila est passé par le Rwanda pour être à Goma. Donc, celui qui pousse à la faute, c'est le président Tshisekedi, qui à Kinshasa sort le nationaliste, etc., le patriote, qui fait ça. Mais c'est lui qui pousse notre pays à la balkanisation par le fait de sa radicalité. Pourtant, s'il écoutait, c'est lui qui l'a reçu, j'ai parlé de Joseph Olengakoi tantôt, qui lui a dit, monsieur le président, organisez le dialogue, tout le monde va venir ici, et nous verrons dans quelle mesure contrôler, parce que les ennemis ou les adversaires, quand ils sont au loin, vous ne les contrôlez pas. C'est quand ils sont proches que vous savez les contrôler. Mais à un moment donné, le M23, et même cette opposition politique, militaire, va peut-être refuser le dialogue quand Tshisekedi sera, lui, demandeur. Parce qu'à ce moment-là, le rapport des forces serait renversé. Je suis content qu'il se soit rappelé qu'il y a comme une résolution 2773 et que quand il est à l'international, il doit d'abord brandir et même dans la communication, dans la rhétorique, le narratif, je veux dire, de la communication du gouvernement congolais, commencer par, à l'international, de rappeler ces dispositions. Mais mettez des conditions à l'intérieur du pays, à l'intérieur des conditions où vous n'allez pas chasser les journalistes, chasser les acteurs politiques, interdire leurs partis politiques, alors qu'à Doha, on a dit, mettez les conditions de la décrispation de la vie politique pour qu'il y ait un dialogue qui s'organise à l'intérieur du pays. Les partis politiques s'interdisent parce qu'ils sont allés à Nairobi. Je vais donner des sous de Nairobi. Oui, il y a eu des questions inquiétantes à Nairobi. Il y en a eu. C'est même pour ça il y a une divergence d'options entre Katumbi et Kabila. J'en parlerai vendredi prochain. Soyez nombreux ici et faites abonner aux gens, j'en parlerai prochainement. Parce que Moïse Katumbi est dans une autre vision, Kabila est dans une autre vision.
J'en parlerai prochainement. J'ai entendu pendant plus de 10 jours, il n'y a personne qui en parle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, soit ils le savent, ils les cachent, soit qu'eux, ils ne savent pas et on ne les a pas mis dans les secrets des anges. Mais nous, comme vous savez, nous allons toujours dans le futur prendre les informations et vous amener au présent. Merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro.